de l'indétermination. Voilà un peu un principe ou un supposé euh, qui est utile avec évidemment d'autres concepts, mais il n'y a pas qu'un concept pour décrire un état interne particulier, un état propre à un individu ou à une société. Il y a pléthore de concepts. Les uns sont plus indiqués que d'autres. Là, pour ce propos, j'ai choisi celui de l'indétermination, étant donné que c'est quelque chose qui peut toucher autant à des éléments subjectifs qu'à des éléments objectifs. Le subjectif dans le rapport de l'individu avec son entourage, avec ce qui lui est extérieur. Et puis il y a aussi l'extérieur qui est présent de façon tout à fait objective et qui, par ses pressions, par son fonctionnement, euh, détermine des évolutions ou détermine là aussi quelquefois une situation de non-choix, d'indétermination. L'indétermination dans le sens où l'individu n'arrive pas à choisir, à faire sien une chose plutôt qu'une autre, j'allais dire au détriment d'une autre. Quand on nous demande de choisir, là on est dans la difficulté, on est dans l'embarras. Choisir, c'est-à-dire privilégier, c'est-à-dire préférer. Et là c'est presque impossible. Pour, pour utiliser une image, je dirais comme si on nous demandait de choisir entre notre père et, et notre mère, et nous serions, dans la plupart des cas, tout à fait incapables d'opter pour l'un et en sacrifiant l'autre. Nous sommes issus de deux parents, de chacun a sa fonction, chacun tient une place dans notre psyché, dans notre euh, organisation mentale et symbolique, et nous ne pouvons pas comme ça juste pour nous arranger parce que nous serions un peu nous serions peut-être un peu dans une certaine forme de contrainte, et pour essayer de faire évacuer cette contrainte, nous ferions justement ce choix. Or, nous sommes, je commencerai par dire, de l'indétermination dans la situation, le positionnement par rapport au monde vivant. Nous ne savons pas exactement, moi je ne sais pas exactement comment me déterminer, étant donné que j'ai renoncé à l'état d'animal supérieur, d'un état, d'un être élu, d'un être à part, qui serait un être vivant, qui serait à part, un mammifère à part, pour... Mais le problème, c'est que fondamentalement, il y a quelque chose qui est un peu difficile, puisque je ne trouve pas le reste du vivant, mais en grande partie extérieur. Je pourrais, comme certains, remplacer l'humain par, par un canidé ou par un filidé, mais j'ai besoin de mon semblable, malgré le fait que je l'ai beaucoup relativisé, malgré le fait que je connais ses limites, je pense les connaître. Je connais un peu ce qu'il est prêt à offrir, ce qu'il est prêt à échanger et ce qu'il est en fait pas prêt à faire dans une opération d'interaction sociale, etc. Donc il y a à rester un peu concentré pour avoir un propos clair et qui évolue dans un
qui évolue dans une sorte de structuration lisible, audible. Quand nous prenons un propos, nous avons tendance plutôt à nous éparpiller. Et il est vrai que l'exercice est un peu particulier. Il ne s'appuie pas sur des éléments préexistants, c'est-à-dire écrits, il n'y a pas de plan. Donc il se crée au fur et à mesure. Et donc il est à chaque fois menacé par un chaos, par une désorganisation et par une sorte d'incompréhensibilité. Essayons tout de même de rester donc compréhensible et clair dans notre propos qui est, je le rappelle, un propos qui n'est pas qui est libre aussi dans sa durée temporelle. Il n'est pas, on ne dit pas je vais faire 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Certains facteurs interviennent, notamment la fatigue physique, pour faire en sorte d'arrêter le propos alors qu'on avait envie de le continuer. Et quelquefois c'est aussi faute d'inspiration, de faute d'idées qui arrivent. Nous pouvons être quelquefois touchés par le phénomène du vide. Nous sentons un peu devant un vide, un néant. Il n'y a rien qui vient, et donc il faut aussi en tenir compte. Et donc l'indétermination, ça pourrait être un cycle. Encore le problème, quand on envisage les choses sur la durée, nous sommes toujours un peu dans le mensonge. Nous mentons à nous-mêmes quand nous disons nous allons essayer de travailler ce propos sur une longue durée. Ce n'est pas toujours évident. Il y a des propos qui nous intéressent pendant un certain temps et après nous les abandonnons. Et donc je ne parlerai pas de cycle à venir, je parlerai juste d'un propos immédiat. L'indétermination dans le sens où, encore une fois, pour rester euh, assez clair, je dirais quand un individu est au milieu de deux cultures qui sont très, très fortes, très, très prenantes, et qu'il est obligé un peu de faire du va-et-vient entre les deux cultures, qui, non pas qu'il soit forcé de le faire, c'est plutôt des parties de lui-même qui se retrouvent ainsi partagées entre les deux cultures. Et il y a, on ne peut pas dire qu'il y a une culture dominante par rapport à une autre. Quand nous prenons par exemple l'aspect culinaire, on ne peut pas dire que la culture dite française est plus dominante, est plus dominante. Non, quand nous voyons cet aspect-là, ce marqueur qui est la cuisine, la préparation, le manger, comment les choses sont préparées pour être consommées, nous voyons là remonter quelque chose de presque primaire. C'est la rencontre avec l'aliment dans les premiers temps de la vie d'un être qui s'impose, qui est là à chaque fois et qui revient. Faisant juste cette petite précision, et que je suis un mâle et je n'étais pas préparé à faire mes repas moi-même. Donc, mais en arrivant en France, donc j'ai pris
ce rôle de celui ou celle qui prépare à manger. Et donc, je me suis retrouvé, sans l'avoir essayé auparavant, à faire comme ma mère, évidemment mes sœurs, mais surtout comme ma mère. Et c'est là, et donc à ce niveau-là, on ne peut pas dire que la culture française a, a permis ou a réussi à minorer, à marginaliser cet aspect-là. Et donc, si on peut très bien faire quelquefois un mixte des deux, mais voilà donc la cuisine. Quand il s'agit de la langue, il y a eu à un moment donné des interférences dans la langue, euh, j'allais dire maternelle, oui, maternelle, puisque c'est l'arabe dialectal. Dans cet arabe dialectal, il y avait l'interférence de beaucoup de mots venant du français. Et comme là aussi des verbes qui étaient d'essence française, mais qui se pliaient, qui étaient utilisés selon la conjugaison arabe. Et c'était quelque chose d'intéressant. Mais, euh, mais bon, ça a tenu un moment, puis finalement c'est passé. Et je me retrouve à utiliser un arabe dialectal presque pur. Donc sans qu'il y ait, sans qu'il soit, j'allais dire, sans qu'il ait été entaché par des emprunts à la langue française. Et la langue française, donc celle que j'utilise à l'instant, elle est une langue, comment on peut dire, une deuxième langue, mais c'est plus qu'une deuxième langue, c'est une langue première même. Et c'est une langue qui, elle reste toujours un peu difficile, un peu rétive. Quelquefois, elle se joue de nous, elle n'est pas toujours notre allié, elle n'est pas toujours disponible. Nous devons faire un effort. Et là où normalement dans la langue maternelle, l'effort n'est pas à relever, il n'y a pas d'effort, ça vient naturellement, alors qu'il y a un certain retard, il y a une certaine comme si on pensait les mots avant de les dire. Et donc cet écart de temps est révélateur. Mais sur d'autres plans, cette langue est présente de façon quasi permanente, quasi quotidienne, c'est là aussi une présence, j'allais dire impérialiste, oui, quelque part, elle, elle est un peu totalisante, elle occupe un peu une grande partie de l'espace de l'expression. Évidemment, je suis en France, donc je ne peux pas dire le contraire, mais je ne parle pas que du fait de parler, je parle aussi du fait d'entendre. D'entendre ceux qui parlent français, donc une grande partie de la journée se passe à entendre des choses, des conversations, des récits, et toutes sortes de, de choses comme ça. Et c'est en français. C'est pas en anglais, c'est pas, ça peut être aussi en arabe, mais c'est pas fréquent. Et voilà. Donc l'indétermination, pourquoi ce propos est-il intéressant? Pourquoi s'invite-t-il un peu dans les préoccupations actuelles? Parce que on remarque il y a quelque part une forme
une forme, dans cette situation d'indétermination, donc de non-choix, donc de le fait de non-discrimination, on, on finit par ne plus savoir qui on est. Et en fait, comme je ne peux pas me réclamer du côté arabe, puisque je découvre là aussi énormément que cette position ne correspond à rien dans la réalité. On ne peut pas se proclamer arabe puisque tout le monde s'en fout finalement. Et il n'y a pas, de la part de ceux qui se disent arabes ou étrangers, il n'y a pas de relation, j'allais dire, de solidarité particulière, il n'y a pas d'élan, il n'y a pas un comportement particulier. Le, le, le problème, c'est que de la part de ceux qui vivent en France avec moi, il y a là aussi un désintérêt. D'une certaine façon, personne ne s'intéresse à ce que je peux dire, à ce que je peux ressentir, à ce que je peux être. Je suis dans l'inconfort d'une situation, ça peut susciter l'intérêt d'un chercheur en sciences humaines, mais disons un anthropologue par exemple, mais quelqu'un de tout à fait ordinaire, ça ne l'intéresse pas. Donc j'intéresse, puisque je suis dans l'indétermination, de toute façon, il y a comme une impossibilité à se déterminer. Il y a un côté pour qui la détermination est impossible, puisque c'est le côté français vous refuse, même si de votre part vous faites un choix et que vous déterminez français, le côté français vous refuse cette détermination, vous refuse cette intégration, si on peut dire. Vous êtes toujours considéré comme un élément exogène parce que soit vous avez un petit accent, soit parce que votre physique parle pour vous, vous désigne comme un extra national. Et voilà. Donc l'indétermination, puisque obligatoirement dans ce parcours un peu chaotique, dans ce parcours un peu sinueux, un peu fait de rupture et de continuité et de discontinuité, dans ce parcours, il y a l'abandon d'un certain nombre d'éléments de la culture d'origine. Il y a une marche vers une forme d'émancipation, de prise de distance, voire même de sortie, on se sent extérieur à certaines choses, et après être passé par le stade de la provocation, la désacralisation, comment dire, un autre terme, autre de la désacralisation, dont là, en fait, le fait de, non pas de décrédibiliser, mais plutôt faire commettre un sacrilège de quantité de dépassement, quantité de transgression, on va revenir sur, on va garder ce terme, n'ont rien fait à l'affaire. On reste avec son content donc j'allais dire distorsion. Oui, d'une certaine façon c'est ça. Et puis cela ne vous fait pas avancer plus vers l'autre camp. Vous êtes toujours indéterminé. Donc l'indéterminé de la filiation, l'indéterminé de l'appartenance, l'indéterminé de la culture, l'indéterminé
de la fonction, l'indéterminé du symbole, l'indéterminé de comment on voit l'avenir, comment on voit une société, comment on voit les rapports entre les individus, comment on voit la participation dans la gestion de la cité, et des choses dans ce genre. L'indéterminé, c'est vraiment l'être qui souffre le plus au monde finalement, puisqu'il est, il est toujours un peu nostalgique de ce qu'il a été, de ce qu'il aurait pu être, parce que euh, nous avons quitté un certain confort et puis nous sommes arrivés dans un pays, dans un monde dans lequel ce qui nous attend, ce qui nous est offert, c'est un inconfort permanent. Nous pouvons progresser, nous pouvons nous rapprocher, connaître, intégrer, s'approprier des éléments de culture, faire... évidemment, nous ne pouvons pas tout, c'est là le drame, nous ne pouvons pas tout approprier parce qu'il y a des éléments dont nous nous sentons trop lointains. Juste, j'ai pensé hier à quelque chose, et comme dans mes différentes interventions, je parle de récit national comme élément à déconstruire et voire à détruire, parce qu'il crée de la différenciation, il pérennise, il légitime un peu les frontières, un peu le monde séparé. Et j'ai pensé que Révolution française, Ancien Régime, égale rupture. N'empêche que l'État, l'enseignement se fait de façon... euh, il y a une forme de longue durée, et finalement, cette longue durée fait que on enseigne la période gallo-romaine, la période du Moyen-Âge et les régimes, les différentes monarchies. Et il n'y a, bien entendu, la République est affirmée et la République a été fondée contre le pouvoir absolu, contre les régimes monarchiques, bien entendu. Mais il n'y a pas de critique, il n'y a pas... La France intègre les choses, la République intègre ce que les monarchies ont amené à la France. La France ne va pas remettre en cause les frontières établies par les monarchies, ni remet pas en cause les guerres menées par les monarchies, etc. Ne remet pas en cause la monarchie. Donc la monarchie est enseignée comme un élément, comme quelque chose d'appartenant. Elle a sa légitimité, elle n'est pas délégitimée. Donc elle n'est pas mise de côté, elle n'est pas ostraciée. Donc il y a des gens comme ça, on trouve des gens qui, parce qu'il devient en quelque sorte royaliste ou monarchiste, parce qu'on leur présente le roi Soleil, évidemment, dans toute sa gloire. Il n'y a pas... Il n'y a aucune contestation de sa politique et des choix qu'il a fait. Peut-être qu'on peut, oui, je ne sais pas, parce qu'il a peut-être un peu, il aurait peut-être un peu trop, oui, bon, si on peut parler des galères, on va dire oui, une politique qui parle de Louis XIV en ciblant particulièrement le régime ou l'administration des galères royales. Et ainsi d'autres, on pourrait très bien critiquer le choix qu'il a fait de tel ou tel, je ne sais pas, personne ne remet en cause la République une fois qu'elle a détruit des lieux,
Le reste n'a plus été détruit et les palais des rois, les demeures seigneuriales sont devenus des lieux, évidemment, des lieux de pèlerinage. Il n'est pas marqué ici, voyez, instruisez-vous, ici c'était la demeure des rois et à côté on n'a pas construit une petite maison témoin pour dire voilà comment le peuple vivait et voilà la différence. Non, on, on apporte, on essaye de sauvegarder au maximum ce qu'on appelle patrimoine et d'une certaine façon le présenter de la manière la plus fastueuse possible, la galerie des glaces, etc. Rien n'a été quelque part contextualisé. Ça fait partie de l'histoire de France et on est fier de montrer ça. Donc il y a ces choses-là qu'on ne peut pas, et ça évidemment n'importe qui peut être d'accord avec moi, ce n'est pas vraiment un sujet de grande controverse, mais il y a d'autres éléments, et donc l'intégration dans ce récit national est une intégration, je ne sais pas, ce récit national, lavicien ou autre, est une intégration presque impossible. Après, nous sommes à chaque fois, donc nous devons quand même tenir compte du facteur âge. Il y a la peur de mourir en fait dans cette situation d'indéterminé. Alors, comme je parle de mort, où va-t-on m'enterrer? Puisque je ne suis pas pour l'incinération, on va bien me mettre dans un trou, mais avec qui? Le carré musulman, non. Je ne sais pas s'il y a un carré ou s'il y a une petite portion, un cimetière pour les indéterminés, pour ceux qui, quelque part, n'appartiennent à aucun continuum culturel en particulier. Ceux qui ont fait l'expérience de la désappartenance. Voilà, donc se désappartenir, voilà un processus qui a été long, laborieux, compliqué, douloureux, et en fin de compte, on sait des faits d'un certain nombre de marqueurs identitaires, mais on en a gardé quelques-uns, ce qui fait qu'on est des sons, quelque part, des sons mêlés. On n'appartient ni au monde, on est indéterminé de l'identité, comme on peut être indéterminé de la couleur, et on serait pas noir, pas blanc, on serait des marrons. Voilà, quelque part, une couleur intermédiaire. Voilà un peu cette histoire de l'indétermination. Ce propos n'est pas destiné à moi-même. Je n'ai pas besoin de parler pour savoir où j'en suis ou à quel point je suis dans la mouise. C'est juste que j'essaie, malgré tout, de, de lancer cette discussion et d'espérer recueillir quelque chose à la fin, un écho, éveiller l'intérêt, ou plutôt, je pense qu'il y a des gens qui s'intéressent à cette histoire-là, à cette situation, mais qui ne passent pas à l'action, qui ne passent pas à la prise de parole, à l'écrit, donc à l'expression. Chacun fait un peu sa petite cuisine dans son coin, ses petits arrangements avec l'identité, avec l'appartenance, et chacun un pourcentage de ceci, un pourcentage de cela, et en fin de compte, moi j'ai plus 60% d'appartenance à ma culture d'origine, et 40% c'est ma deuxième culture, ma culture de non pas de remplacement, qu'est-ce que c'est que ce mot substitution, qu'est-ce que c'est que ce mot, ma deuxième culture, je ne sais pas,
ma culture de l'instant, de maintenant, je ne sais pas. En tout cas, on pourrait imaginer quelqu'un qui essaye d'avoir une troisième voie. Je ne sais pas, quelqu'un qui vit dans la culture nord-américaine, par exemple, et qui n'écoute que les chansons, de Far West, la country par exemple, pour essayer de ne pas s'inscrire ni dans la chanson arabe, ni dans la chanson française. Et voilà, il peut y avoir comme ça une troisième voie, mais qui ne rime à rien, qui ne tient pas, puisque c'est une voie de fuite. C'est une voie qui ne, qui ne correspond à rien. Nous voyons le temps passer. Le temps passe. Nous sommes forcés à plus de silence, à plus de retraite, à plus d'invisibilité, à plus de... comment dire, à plus de... d'une certaine façon, nous avons consenti à une certaine résignation. Nous pensons que nous avons été défaits dans notre volonté à créer du lien avec l'autre, à créer des passerelles, à faire naître des rencontres. Nous avons failli dans cette option, dans cette voie. Et plus donc le temps passe, plus nous sommes persuadés de l'infaisabilité d'un quelconque projet d'élaboration d'une voie médiane, par exemple. Il n'y aura rien de cela. Nous sommes vieux, nous allons mourir avec nos questions, avec notre intermédialité. Nous allons mourir sans laisser de traces, même pas l'écho de nos interrogations et de nos... Et d'autres générations vont prendre le relais. On va voir si elles vont exprimer la même chose que nous, mais peut-être un peu différemment, ou leurs préoccupations vont être d'une toute autre nature. Pour moi, je pense qu'il y a certaines choses qui sont et qui demeurent non pas universelles. Elles ont cette qualité d'universalité, mais elles ont cette qualité d'être transtemporelles. Elles seront toujours présentes n'importe quel moment, dans n'importe quel contexte. Chaque fois qu'il y a rencontre, il y a nécessité d'élaborer un nouveau positionnement. Il y a nécessité de s'interroger sur ce qui est à soi, ce qu'on doit sauvegarder et ce qu'on doit un peu mettre en... ce qu'on doit sacrifier d'une certaine façon. Dans cet échange, il y a toujours l'aspect don de soi, il y a l'aspect renonciation à une partie de soi-même. Quand tout se passe bien, les termes de l'échange sont assez paraissent acceptables et finalement profitent à tout le monde. Évidemment, je renie le thé à la menthe, je l'aborde,
J'étais là aussi, je renie tout ce qui est marqueur aussi, aussi facile, aussi vulgaire que ces choses-là. Nous devons nous rencontrer, ne serait-ce que parce que nous venons d'un autre espace géographique, que nous avons une sensibilité qui a été élaborée ailleurs. Sensibilité au temps, le ciel, nous l'avons vu différent, la mer, nous avons comme ça, quelque part, comme si nous étions là pour ramener, pour parler de cette portion de l'espace terrestre. C'est cela qui doit nous déterminer et non pas qui doit intéresser l'autre et non pas quelque chose qui pourrait être assimilé à du folklore. Le thé à la menthe, tout le monde peut le faire. Le faire le thé à la menthe, le thé à autre chose, le thé à la verveine, le thé à la camomille. Mais il n'y a aucun. Pourquoi s'attacher à ça particulièrement et pourquoi s'attacher à une préparation culinaire en particulier, il n'y a, pas lieu de toujours identifier les gens à une partie de ce qu'ils ont été ou ce qu'ils sont encore. Évidemment, moi je suis café, donc le thé à la menthe, pas tant que cela, donc c'est plutôt le café. À la rigueur, on pourrait trouver un terrain d'entente. Le café, c'est encore plus universel que le thé à la menthe. Tout le monde aime le café partout. Et voilà un peu cette histoire-là. Il y a comme ça une, des choses qui reviennent dans ma tête, des choses dont j'ai déjà parlé, mais on ne peut pas échapper à la répétition. Nous sommes dans un siècle et dans une époque qui ne nous appartient pas, malgré tout ce qu'on peut dire. Nous sentons non pas seulement pas à notre place géographiquement, mais pas à notre place temporellement. Nous sommes les enfants d'une rupture, mais d'une rupture qui s'est produite trop vite et qui a ciblé trop d'aspects de la vie et finalement nous souffrons de toutes ces ruptures symboliques et autres successives et nous n'arrivons pas à nous trouver dans ce nouveau monde, que ce soit celui du XXe ou du XXIe siècle. Nous ne sentons pas appartenir à ce siècle. Nous sommes d'une certaine façon nostalgiques d'une autre époque, malgré qu'elle ait été époque de difficultés et de privation et de manque de liberté et tout. Mais nous avons presque besoin d'une époque un peu moins expansive, un peu moins mélangée, plus celle du clan, plus celle d'une famille élargie mais limitée, plus une famille biologique, une quantité de gens que nous rencontrons et avec lesquels nous n'arrivons à rien faire. Nous sommes, désolés de le dire, mais le lien social est impossible à construire, est impossible à installer en France, que ce soit avec ceux qu'on appelle les Français ou ceux qu'on appelle les anciens Français ou les Français premiers ou les Français seconds. C'est partout pareil. Il y a une défaisance qui a commencé il y a longtemps et qui produit ses effets depuis un certain temps là aussi. Et personne ne se sent relié à personne. Personne n'a envie de faire l'effort pour être en proximité avec personne. Et chaque individu cherche d'une certaine façon à élaborer son propre projet, à exprimer sa propre sensibilité,
en dehors des autres. Ou alors, il faut que les autres lui soient très proches dans une problématique presque, j'allais dire, incestueuse. C'est moi avec l'autre qui me ressemble, mais qui me ressemble à tel point qu'il pourrait être mon double. Et, non, c'est... Donc, la famille offrait presque sans effort un certain nombre de correspondants de toute génération, de tous âges, et qui étaient là pour nous prendre en charge. Dans cette vie, personne n'est là pour vous prendre en charge, sauf les institutions, et on leur reconnaît ce rôle, on ne leur digne pas une certaine valeur, mais les institutions, ça reste des pouvoirs un peu désincarnés, ça reste quelque chose qui est presque abstrait. Nous avons besoin du concret dans la vie. Nous avons besoin d'être proches, nous sentir appartenir, nous sentir en mouvement avec d'autres, en, en, en compagnonnage. Et c'est la question qui devient centrale ici en France, ou en ce moment, c'est la question de l'accompagnement. Quelque chose qui aurait dû être accessoire. Et en d'autres temps, ça a dû l'être. C'est pas tant j'ai besoin de gens, c'est j'ai besoin ou je vais vers des gens qui me correspondent. Ici, presque vous prenez n'importe qui, parce que le hasard fait, parce que vous en avez besoin, et vous parlez de tout avec n'importe qui. Et finalement, vous avez des échecs, puisque finalement, vous vous adressez jamais au bon interlocuteur. Vous saisissez le premier venu pour lui essayer de l'amener vers vos propres préoccupations, et ça ne marche pas. Nous voyons même pas les classes en mouvement. Nous savons qu'il y a des classes, nous savons qu'il y a des lieux réservés, nous savons que nous sommes d'une certaine façon structurés, tout est structuré. Il y a de la discrimination, la dissociation urbaine ou autre, invisible, mais qui existe. Nous nous en approchons pas, puisque nous fréquentons un certain type de lieu, nous avons des parcours, nous avons une existence dans la ville qui correspond à un autre statut social. Et donc, il y a des gens qu'on ne va jamais rencontrer, même par accident. Ça, c'est évident, c'est de l'ordre de l'observation primaire. Après, il y a des gens qu'on va rencontrer, et cela, il pourrait être de notre statut social, mais malgré tout, ça échoue. Alors, on ne sait pas qui en est, donc de l'indétermination sociale. Là aussi, on est d'une certaine façon pauvre, précaire, mais on se sent, et on voudrait, encore un restant d'ambition, appartenir à une élite. Et on peut vivre comme ça longtemps, se pensant comme membre d'une élite imaginaire, mais une élite désirée, mais tout ce qui est de l'ordre du désir n'est pas réalisable, n'est pas destiné à être réalisé. Donc nous sommes un peu dans le désir à chaque fois, de moins en moins évident. C'est ça la chose. Donc il y a comme ça un sentiment, là évidemment je vais utiliser un terme archi classique, de l'ordre du malaise. Et je tiens quand même à préciser que je peux parler de moi, mais je n'ai nullement pour projet ou pour but de me mettre en avant. J'essaie toujours d'articuler des problématiques particulières, individuelles, et les rattacher aux problématiques beaucoup plus globales.
mon intérêt et non pas individuel, mais plus collectif. Quand nous parlons, quand je parlais de l'élite, c'est plutôt l'élite dirigeante, moins l'élite économique, etc., ayant un certain train de vie, mais plus des gens qui se pensent être éclairés. Voilà, un peu, qui se pensent un peu un désir de porter un projet. Est-ce que cela est légitime ou pas? Est-ce que cela correspond à un positionnement social acceptable ou pas? Là, c'est une autre question. Voilà, nous avons grandi dans cette optique-là. Nous sommes un peu perçus de façon assez, assez peu claire comme membres de, comme ayant un droit, ayant certaine, euh, une certaine disposition à faire pour les autres, à la place des autres, à décider pour les autres. C'est sûrement trop. Nous ne sommes peut-être pas, si je suis à cette place, c'est que je n'ai pas pu le faire. Donc, mon ambition, mon désir ne correspondait pas à une réalité subjective ou objective. Ce n'était pas moi. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui était à côté de moi, qui est arrivé. J'ai quand même la nette impression, la certitude même que beaucoup se sont un peu cassés les dents dans cette ambition, parce que les ambitions sont contrecarrées par d'autres ambitions. Il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres pour aller occuper les postes de décision et aller se placer en tant que décideur, en tant qu'homme de projet, à la place d'autres. C'est L'ambition ne manque pas, c'est plutôt comment arriver à la faire vivre, à la faire tenir, à la faire grandir, à la faire évoluer. Et voilà un peu cette histoire. Nous essayons d'avoir des paroles claires. C'est comme nous espérons, nous avons pour désir profond de parler de façon juste, d'exprimer les choses les plus, comment dire, le plus, les plus acceptables possible. Nous ne pensons pas que nous exprimons de la singularité et de la singularité. Nous désirons pas cultiver quelque chose de propre, mais juste témoigner, juste dire qu'il y a des choses qui se passent, qui peuvent conduire, là aussi, je me branche un peu sur cette histoire, qui peuvent conduire à ce que des gens se comportent de certaines façons que l'on qualifie d'extrêmes, d'extrémistes, violentes, etc. Le malaise, le problème de la détermination ou de l'indétermination peut là aussi s'illustrer de cette façon. Le monde actuel offre la possibilité de contester son statut, son appartenance, etc. Il permet la contestation, la remise en cause, la désacralisation, la révolution, la révolte, la rébellion, tout ce qu'on veut, le refus, le rejet, tout ce qu'on... Mais il ne donne pas en échange quelque chose d'alternatif qui serait structuré, il faut abandonner ce qui nous était offert, l'abandonner, s'en éloigner, mais
d'entreprendre chacun de son côté la constitution ou la reconstruction, sa propre reconstruction, l'élaboration d'une vision du monde, d'une symbolique, d'une interprétation du monde. Et cela ne nous est pas, a priori, ne nous est pas accessible. Nous ne pouvons pas chacun, de notre côté, réfléchir la globalité, réfléchir l'universalité, réfléchir le tout. Nous sommes condamnés à échouer dans cette entreprise. Un individu ne peut, à lui seul, développer une vision la plus synthétique possible, la plus, en termes actuels, inclusive possible, la plus... une vision qui prenne en compte l'actuel et qui offre des perspectives et qui permet d'anticiper ce qui va venir, qui donne les clés. Donc l'individu, et encore une fois, échoue. Il est un peu au milieu du gué, il est un peu là, en attente, dans une position précaire, d'une position instable. Il attend. Et après avoir détruit tous les systèmes, qu'ils soient religieux ou pas, après les avoir contestés de façon la plus totale possible. Et évidemment, il y avait de quoi, la question n'est pas là. Et la contestation est légitime. Et elle doit exister de tout temps. Mais qu'est-ce que nous avons à la place nous avons autant nous avons besoin, c'est comme quand nous avons besoin d'avoir un certain approvisionnement régulier. Nous ne posons pas la question sur comment cela se fait. Nous avons besoin de notre approvisionnement. Nous n'allons pas nous instituer, nous tous, en producteurs comment on appelle ça, j'ai oublié le terme, bon, en tout cas, donc j'ai oublié le terme, mais le terme est assez facile à trouver. Donc nous ne pouvons pas, nous avons besoin de déléguer un certain nombre de tâches à des gens. Et le tâche d'élaboration, nous avons besoin d'avoir quelque chose de près comme système symbolique et comme représentation du monde. Nous avons besoin de cette chose-là, toute prête à l'emploi, parce que nous ne sommes pas tous des théoriciens, nous ne sommes pas tous des visionnaires. Par contre, une vision globale, nous pouvons tous un peu l'interpréter à notre façon, pour toujours y insérer quelque chose de nous-mêmes. Cela est possible. Donc, devant ce vide, il y a réellement un état d'indécision et c'est pas l'autosubsistance, ouais, c'est peut-être ça le terme. Les problèmes de mémoire. Oui, un individu se découvre changeant par ces trous de mémoire. Voilà un peu la question. C'est intéressant puisque ça met en échec les processus de répétition. Donc, quand nous avons un souci avec un terme et que nous n'arrivons pas à le retrouver, et au moment où nous le convoquons, il se révèle absent, et là aussi, donc, il y a des vides
qui se font en nous, et donc ça peut être aussi quelque chose que nous pourrions rattacher à cette histoire de vide. Nous devons faire face à... Nous sommes d'une certaine façon environnés par le néant. Le néant est sûrement le vainqueur, celui, le phénomène qui va avoir la dernière parole. Mais en attendant, nous avons besoin de remplir les vides. Euh, Moi, je ne suis pas satisfait d'avoir eu un trou de mémoire. Je ne suis pas satisfait de me sentir si peu plein de mots, si peu plein d'images, si peu plein de projets, même si ces choses-là devaient venir de quelqu'un. Les mots que j'utilise, c'est les mots que j'ai empruntés. Ça ne me dérange pas. Au bout d'un moment, je m'en arrange. Ce n'est pas mes mots, ce n'est pas moi qui ai créé la lingua franca, c'est quelqu'un d'autre. Et c'est un ensemble de gens, c'est une construction collective. Et c'est bien sûr, c'est l'aboutissement d'une sorte de paupérisation de la langue latine, mais ce n'est pas grave, c'est le bas latin qui a évolué, etc., etc. Mais ce n'est pas grave. Nous pouvons, à un moment donné, nous pouvons aussi passer par des phases comme ça où nous arrivons à toucher un peu le fond, mais nous remontons. La langue française est en plein épanouissement, alors qu'en fait c'est une langue pauvre, c'est une langue du peuple, etc. Maintenant, elle est la langue, elle a été aussi la langue des rois, c'est cela. Nous pouvons donc nous défaire de nos cultures mères, de nos fondements, et nous sommes assurés qu'au bout du compte, nous allons élaborer, évidemment, toujours en se rattachant. La langue française n'est pas apparue ex nihilo, elle est rattachée à quelque chose qui l'a précédé. Nous allons jamais pouvoir couper avec le passé, nous allons toujours être d'une certaine façon déterminés par ce qui a eu lieu avant. Donc, une indétermination en quelque sorte parce que nous ne savons pas exactement ce que nous devons garder comme lien avec le passé et ce que nous devons faire évoluer, ce que nous devons transformer d'une certaine façon les variations que nous devons introduire. Donc l'indétermination est, est quelque chose qui est un peu transversal à plein de situations, à plein d'individus, à plein de cultures. Nous voyons que les rencontres entre les différentes aires culturelles font qu'il y a des éléments hétérogènes qui s'invitent partout. Certains processus comme ça de mélange ont eu lieu il y a des siècles. Si nous pensons à l'Amérique latine, ce qu'on appelle l'Amérique latine par exemple, c'est des choses qui ont commencé il y a 6 siècles, on va dire. Et puis, cela s'est produit et actuellement, on ne peut pas revenir en arrière. C'est un état de fait, ça convient à un certain nombre de gens et quelque chose de mondial va peut-être naître, un peu transnational, un peu transcontinental, un peu transfrontière, transculture. Mais en attendant que cette chose-là, que cette voit le jour, nous savons que nous allons disparaître sans la connaître,
sans la voir de nos yeux, de nos oreilles. Nous allons disparaître encore plein de nos indécisions, de nos tourments, parce que cela nous ennuie, nous cause des désagréments, ne pas savoir qui on est, de quelle chose nous pouvons nous réclamer, et cela en permanence. Ce n'est pas quelque chose qui est là et qui vient et puis qui disparaît pendant un certain temps. Cela est permanent et rémanent, si je puis dire. Et donc quoi faire? Comment faire? Qui est celui ou celle qui va pouvoir, à un moment, au lieu de proposer quelque chose qui ne soit pas facile à critiquer, facile à déstabiliser, un projet qui tient la route dans le sens où qui prend, dans le sens qu'il prenne en compte un maximum d'éléments, une œuvre collective. Voilà un peu, il y a des gens qui essayent d'élaborer des visions du monde, des manifestes, mais qui essayent dans leur coin, et cela n'est pas très intéressant. C'est une œuvre collective, non pas d'un certain nombre de gens qui chacun vont apporter un peu leur vision particulière. Nous avons besoin d'un effort en commun pour, euh, pour ne rien oublier des différents aspects de cette problématique si, si présente et si entêtante qui est la détermination, la définition d'un soi dans le monde, d'un soi dans la vie, d'un soi ici, maintenant et plus tard. Qu'est-ce que nous allons laisser? C'est quelque chose d'important que nous puissions laisser. Nous vivons aussi grâce aux legs du passé. Nous devons nous aussi léguer quelque chose aux gens qui vont nous succéder. C'est aussi notre devoir d'une certaine façon. Donc je vais arrêter là puisque je suis fatigué, je commence un peu à me sentir extérieur aux propos. L'ambition que j'avais d'un traitement particulier, j'ai l'impression qu'elle n'a pas vu le jour. En tout cas, il y a quelques éléments intéressants que j'ai relevés. Soit ce propos est repris une autre fois et donc devient l'objet d'un cycle, soit il s'arrête là une fois pour toutes. Évidemment, les préoccupations sont là aussi transversales, elles se retrouvent dans les différents propos qu'on peut tenir. Ce n'est pas un terme ou un concept euh, qui va, un concept, comment dire, aussi précis qu'il soit, aussi intéressant qu'il soit, il n'a pas vocation à être le seul dépositaire d'un discours ou d'une vision ou d'une tentative de développer une vision. On peut retrouver des éléments comme ça un peu partout dans les mots, dans les propos qu'on tient. D'ailleurs, c'est aussi un problème puisqu'on peut se retrouver un peu à répéter, à se répéter et comment faire autrement. On est un peu soi-même, quel que soit l'aspect qu'on prenne
quel que soit le propos qu'on essaie de développer, on est fidèle un peu à soi-même, et surtout quand les propos ne sont jamais très éloignés dans le temps. Il y a une certaine parenté entre les différents propos, et voilà, donc c'est juste un constat.